vrai, ils prennent aussi soin de leur tête. Bien sûr, ça va ensemble en fait, hein, les deux sont liés. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Transformation physique égale transformation mentale. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Alpha Podcast. Aujourd'hui, c'est moi tout seul qui anime. On n'a pas Colline, donc Damien, coach et fondateur de la Team Alpha. Et aujourd'hui, comme invité du podcast, nous avons Jules, coach, coach spécialisé. Je vais vous présenter un petit peu son parcours, sa spécialisation, mais très compétent dans son domaine, donc un plaisir de discuter avec lui. Il va se présenter maintenant et après on va aborder un sujet qui concerne l'esthétique et la programmation, un sujet qui nous concerne tous les deux, même si on a des niches de coaching un petit peu différentes, mais un sujet qu'on retrouve forcément dans le domaine du fitness et du coaching. Donc Jules, je te laisse te présenter. Salut Damien, merci beaucoup de m'accueillir sur ton super podcast. C'est un plaisir de participer à ça. Moi c'est Jules ou Jolio Nexor sur Instagram. Donc moi je suis amoureux de la musculation depuis 10 ans, je coach depuis 4 ans en ligne et je suis spécialisé sur les transformations lifestyle et principalement les processus de sèche avancés. Donc tout ce qui est physique, esthétique, musclé et athlétique, type physique super-héros ou Marvel. C'est une sacrée référence pour le coup. La bonne référence. Comme ça au moins on voit direct sur quoi on part. Exactement. Ouais, bah, c'est des parcours un peu similaires, ça fait aussi à peu près un peu plus de 10 ans que je m'entraîne, 4, ça fait 5 ans que je fais la préparation de l'athlète, un peu plus que je fais du coaching. Donc, voilà. Des parcours similaires, on a échangé avant, on a pas mal raccord sur pas mal deux points. Et du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du coup esthétique et, euh, et programmation. Comment sont liés un petit peu les deux, nos visions par rapport à ça dans notre travail, comment ça se traduit pour nos clients et avec nos clients dans notre coaching au quotidien. Pour toi, du coup, on va commencer par un petit peu de définition. La définition de l'esthétique, l'esthétisme, qu'est-ce que c'est? Alors, euh, définition générale ou sur un physique? Bah, comment tu le conçois toi dans ton travail? Si on parle strictement de ton travail de manière générale, Ok, quand on parle d'esthétisme, qu'est-ce que bah, ça t'évoque et après comment tu peux le bien différencier? sûr. Bah, l'esthétique, forcément, ça va être quelque chose qui est lié au beau, quelque chose qui est plaisant visuellement. Et comment tu le traduis au quotidien dans notre travail? Bah, l'esthétique sur un homme, forcément, ce qui est toujours très demandé, ça va être une stature et une carrure. Donc, être carré et large d'épaule, un dos en V pour avoir vraiment. On en revient un peu à ce qu'on disait au début sur tous ces physiques de Marvel, les Captain America, les Thor. C'est tout le temps les mêmes physiques qui reviennent, c'est épaules rondes, dos en V, abdos saillants, et en fait une stature masculine, si je puis dire, pour un homme. Ouais, ouais, le Et package. c'est ça le package. Et puis après, l'autre côté, les femmes, taille fine, fessiers galbés, jambes toniques. Ouais. Le classique aussi, bon, c'est plus ou moins les mêmes de mon point de vue, particulier par la partie compétition, mais en ce qui concerne l'esthétique, ça va être ouais, c'est souvent le résultat final qu'envisage le client quand il fait appel à un coach, un peu sa vision de son physique idéal, représenté pour le coup, comme tu l'as dit souvent, par un espèce d'idéal positionné sur un personnage de film ou de fiction, qui représente selon lui l'homme parfait physiquement ou la femme parfaite physiquement. Mais c'est exactement ça. Après, ça reste assez subjectif parce que du coup, la définition de l'esthétisme, elle peut varier d'une personne à l'autre. Même si on connaît les critères généraux comme tu l'as décrit, ça peut varier d'une personne à l'autre. Je sais qu'il y a des gars qui misent beaucoup plus sur le dos, par exemple, que sur les pecs, même si tout le monde aime avoir des bons pecs. Quelqu'un va peut-être préférer les jambes. On n'a pas parlé des jambes, mais les jambes, c'est aussi un critère Non, esthétique important. c'est clair, faut pas les appeler. Et on va dire que c'est une notion qui peut être subjective et à la fois assez commune sur beaucoup de points. Ouais. Non, non, et c'est marrant ce que tu dis parce qu'une des premières questions, tu sais, quand tu es en call d'ouverture pour un client, que tu lui expliques un peu comment se passe le coaching, qu'il va prendre des informations, tu dis voilà, c'est quoi le goal ultime pour toi, le physique de tes rêves? Et bah, soit tu as les deux, entre guillemets, stéréotypes qu'on vient d'évoquer là pour l'homme et la femme. Et puis des fois, tu as aussi des personnes qui sont complètement à l'opposé de ce que tu avais en tête et qui vont te dire, bah, moi, j'aime pas du tout des jambes développées, je veux surtout pas qu'il y ait un minimum de dessin sur mes jambes, je Ouais. veux un fessier tonique, haut du corps, je le veux mince aussi. J'ai des femmes aussi, elles ont pas pour goal d'être très musclées, elles veulent être, en général, c'est des femmes qui sont un peu fortes, elles veulent être très fines. Mais on veut Ouais. souvent ce qu'on n'a jamais eu en fait. Oui, elles vont à l'extrême opposé de ce qu'elles le sont aujourd'hui ou de ce qu'elles visualisent comme étant leur physique idéal. C'est Dans le ça. c'est vrai. Peut-être aussi des filles qui veulent pousser le haut du corps et qui se disent, moi, je veux des grosses épaules. Ça, j'en ai quelques-unes Là, aussi. j'en ai pas, j'en ai une ou deux moi aussi qui m'ont dit moi je veux être le plus stock possible et surtout pas que ce soit fin, je veux être bulky, je veux pas Une caisse, quoi. mannequin podium. Ouais, c'est un standard de physique qui est un peu différent et du coup qui sort un petit peu des normes, on va dire, sociétales actuelles. C'est ça. Ouais, Et c'est c'est vrai. notre job de s'adapter et de dire ok, c'est ta demande, on va le faire. Oui, bah, clairement, et du coup, ça rejoint le deuxième sujet, c'est la partie programmation qui vient faire un peu le lien entre ça.
entre le physique idéal qu'eux envisagent et comment nous, on va transposer ça pour les amener justement à ce physique-là sur le papier. Ouais, carrément. Et c'est là qu'on matérialise quelque chose qui est beau, c'est qu'en fait, le rêve que tu entends au téléphone le jour 1 du coaching, tu le transformes en réalité 6 mois, 12 mois, 18 mois, 20 mois après. C'est vrai. C'est un peu notre fierté à nous de faire ce parcours-là. Par contre, en cours de route, souvent, ça change. Moi, j'ai remarqué souvent, alors peut-être plus sur les clients lifestyle, parce que leur vision de départ est un peu faussée. Les athlètes, c'est un peu plus précis, parce que les critères, mine de rien, de l'esthétisme en tant que tel sont définis par des critères précis dans chaque catégorie. Donc, on sait vers quoi on va, quoi qu'il arrive. Les standards sont posés et changent Bien très sûr. peu. Ou en tout cas, les critères changent peu, les standards évoluent parce que forcément les athlètes à haut niveau qui inspirent les moins hauts niveaux changent potentiellement chaque année, même si on a des standards qui durent depuis des années. Mais sur les personnes lifestyle, ça change un peu. Souvent, leur vision de départ du physique idéal, au bout de 6 mois de travail d'évolution ou 10 mois de travail d'évolution, ils se rendent compte qu'en fait, bah, peut-être c'est pas tout à fait ça que je voulais, et peut-être je veux un peu plus ou un peu moins, à l'inverse. Donc du coup, le parcours et la programmation, elle évolue aussi dans le temps par rapport à ça. T'as souvent un peu plus ou de un peu moins, toi, en fonction de l'évolution de tes clients? Souvent, j'ai dû un peu plus. Ouais, Parce que ce qu'ils imaginent comme étant, genre, souvent c'est les filles souvent qui font ça, ils se basent sur un poids idéal ou sur un physique idéal qu'ils ont vu sur tel ou tel athlète, mais ils se rendent pas compte que le chemin pour y arriver déjà c'est relativement long. Et quand ils se basent sur un poids, c'est totalement faussé, parce que le jour où ils font ce poids-là en étant un peu plus musclé, moins gras, en fait, ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas beaucoup plus, ou pas trop musclés, et que du coup ouais. ils peuvent prétendre à plus. Souvent ils ont pris gros process aussi, donc ils aiment continuer à se développer. Et ils se rendent compte, bah, ce qu'ils avaient posé comme physique idéal ou poids physique idéal, finalement, bah, c'est bien, mais ouais, je serais pas contre un peu plus. Mais c'est là que c'est passionnant. Là, il y a un truc de ouf que j'adore et que t'évoques. C'est l'élévation, c'est le truc de se dire, je pars d'un point A où, ah, moi, je veux pas trop, je veux perdre un peu de poids, perdre un peu de gras, muscler un peu. Et en fait, au fur et à mesure du process, ils deviennent accros au process de progression. Ils se rendent compte que dans leur vie de tous les jours, ils sont plus constants, ils font mieux les choses, ils les font à heure précise, et ça se traduit aussi dans leur vie au quotidien, dans leur travail, dans leurs relations. Et en fait, au bout de 10 mois, ils sont en mode, mais je suis mort de faim, je veux beaucoup plus. C'était une blague absolue, c'était l'échauffement ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est souvent comme ça que surtout quand j'ai commencé moi, les gens qui venaient pour des transformations physiques se sont finalement transformés en gens qui venaient pour faire de la compétition. Parce qu'au bout de 1 an, ah, ils veulent un peu plus. Au bout de 2 ans, ils veulent toujours un peu plus, puisqu'ils se rendent compte que finalement, bah, ah, pourquoi pas tester le cran au-dessus, donc s'investir dans une prépa, etc. Ah, faire une espèce d'aboutissement final de ce physique-là dans sa condition maximum, et tu transformes des gens qui venaient pour perdre 10 kilos en potentiellement des athlètes qui font ça pendant 1, 2, 3, 4 ans, voire plus Bien pour ça. sûr. Ça, j'en ai plein, Mais ça. ça, c'est toi qui initie la flamme, hein. C'est pas, le processus, il se fait pas tout seul, hein. C'est pas juste parce qu'ils suivent le programme. Ouais, exactement. C'est un truc ensemble, je pense. C'est eux qui viennent avec une fausse idée de ce qui est leur physique idéal à atteindre. Et après, c'est au coach de driver ça d'une manière assez intéressante et de les faire apprécier le process, s'impliquer dans le process beaucoup plus. Et qui, comme tu dis, initie après la flamme. Moi, perso, quand je vois quelqu'un a le potentiel pour le faire au bout d'1 an ou deux, je glisse l'idée. Je me dis, ouais, pourquoi pas? Peut-être un jour tu feras de la compétition, ça pourrait être bien. Et ça finit par germer souvent. Et bah, 6 mois après, ça peut arriver qu'ils se décident. Forcément plus de temps, mais ouais, pourquoi pas. Quand je vois qu'ils sont suffisamment impliqués dans ce qu'ils font en étant sur un suivi lifestyle ou dans une optique de pas de compétition, je me dis, bah, le cran pour passer sur un mode prep, il n'est pas grand-chose pour eux. Ils savent déjà faire les choses à 100%. Pourquoi pas tenter avec un petit truc en plus? Un petit coup de fun en plus. Un Ouais, petit. ça, c'est un petit challenge supplémentaire, quoi. Tu fais C'est déjà très, ça. très bien, et ça te dirait pas d'essayer de le faire vraiment très très bien. C'est ça. Et tu Exactement. Inception comme Leonardo DiCaprio. C'est exactement ça. Et Du, je- je veux perdre un peu de poids et être en forme. Moi, ça finit. Je fais des shootings à Fitness Park, t-shirt enlevé, processus de fin de sèche, sodium, tout le bordel. Exactement. Et après, ils ont un super souvenir, hein. Quand tu mets un avant-après monstrueux, le mec, il voit la photo, il se dit, mais jamais de la vie, je pensais que je ferais ça. Ouais, Jamais. c'est clair. Ah, mais c'est sûr. C'est très populaire ça au UK, les preps pour des shootings photos. Les gens, ils font des sèches pour ça, justement. Ils veulent pas sur scène, mais ils finissent par un shooting photo en mode grosse condition. C'est vrai qu'en France, moi, j'ai pas eu de demande pour ça. On l'a un petit peu moins, c'est un peu moins populaire, mais c'est un super souvenir pour le coup d'un process que tu as Ouais. amené pendant le school. Mais moi, je la crée, la demande. Moi, de base, ils viennent pas pour ça. Ouais. Et comme tu dis, quand tu arrives au bout d'une sèche, ça fait déjà 16 semaines, 20 semaines, 25 semaines, tu es en déficit. Et en fait, on se rapproche d'un physique très très sec. Pas pour concourir, parce que moi, ça reste des clients lifestyle. Mais tu commences à avoir des veines sur les abdos. Et on fait quelque chose de bien et on finit en beauté, tu vois. C'est un Et poster. surtout que. Ah, un poster. Et après, en plus, tu positionnes le physique dans une super position pour ensuite faire une prise de muscle saine. Ouais. Ah, ben, clairement. Parce que
quand tu pars en reverse diet sur un physique sec, bah, c'est là qu'il est prêt à tout absorber le corps. Alors que souvent, j'ai aussi des gars qui ils veulent commencer leur prise de muscle et prise de masse sur un physique gras. Et je leur dis, tant que c'est pas nettoyé, il n'y a aucune prise de masse en fait. Ouais, je suis d'accord. T'es obligé de poser une base beaucoup plus quali sur le physique si tu veux pouvoir avoir un truc optimal derrière et quelque chose qui progresse correctement. Ouais, Si tu rentres dans une boucle négative où le corps va juste faire du gras, la sensibilité à l'insuline n'est pas bonne, le corps est fatigué, t'encaisses rien du tout et c'est ça. Le corps est vraiment. fatigué, les calories sont maxées hyper rapidement parce qu'en fait, t'es parti d'une base où il mangeait 2003, tu montes à 2005, tu regardes les check-in photos, il y a beaucoup plus de gras qui se fait que de muscle rapidement, Ouais, ça n'a pas d'intérêt. c'est clair, clairement. Et ça, c'est encore aussi une autre discussion qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui, mais c'est les processus d'approche d'une prise de masse. T'en as qui sont assez dans le all-in où ils ont des chiffres en tête, notamment les Anglais, 800, 900 grammes, 1 kilo par mois, 1,5 kg, 2 kilos par mois, pour faire un maximum de masse avec un grand M. Au passage, tu prends une tonne de gras. Derrière, tu sors un peu de muscle, mais à quel sacrifice et sur le long terme, est-ce que c'est vraiment viable? Ouais, clairement. Ouais, le coût derrière en termes de ce que ça va demander en sèche, déjà d'investissement et de fatigue accumulée pour le virer, c'est costaud. Et en plus, le peu de bénéfices que tu vas en avoir en termes de gains musculaires, il est minime, parce que forcément, plus tu seras agressif sur la sèche, plus tu risques de laisser de muscles sur la table. Euh, Ouais, en plus, pour un lifestyle forcément qui est potentiellement naturel, tu laisses 70% de ce que tu avais fait, tu le laisses sur la table. Donc tu te retrouves avec une prise de masse où tu as fait 20% de gain par rapport à ce que tu aurais pu faire. c'est ça. Moyen. Et tu te mets dans deux situations pas agréables parce que du coup, tu manges, tu vas push la food très très haut. L'autre côté, comme faut sécher rapidement, faut faire plusieurs phases de sèche, une pré-prep, etc. Et en fait, tu passes ta vie en sèche. Donc, des deux côtés, je sais pas s'il y a un bénéfice. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Plus d'inconvénients, à mon avis, que de réels bénéfices. Et ça va Ouais, quoi te dégoûter un peu du process, parce que comme tu vas être longtemps en sèche, relativement fatigué, peu performant à l'entraînement, c'est là que tu risques de dévisser, de complètement perdre un peu l'adhérence au truc et de finalement arrêter parce que tu n'arrives pas à suivre le truc et que tu ne te projettes pas sur l'après. ouais, carrément. Et puis, tu as aussi la partie esthétique de, mine de rien, c'est un sport qu'on fait aussi pour des raisons esthétiques, au-delà du développement personnel et d'accomplissement. Et quand tu te vois dans la glace que tu te plais jamais, c'est un peu chiant aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Déjà que même quand ils sont bien, ils se plaisent pas, alors en plus de ça, C'est ça. Et t'accentues encore plus ce problème-là avec ce type de diète extrême, on va dire. clairement, clairement, clairement. Mais Euh, Esthétique, on en a parlé. Programmation du coup en fonction de l'esthétique qu'il faut adapter en temps réel et faire évoluer. ouais. Euh, c'est quoi la programmation la plus originale que tu aies pu faire pour un client? Original dans quel sens? Atypique, qui sort des sentiers battus de ce que tu aurais pu faire pour un schéma de physique. Et là, tu avais une demande particulière sur un type de physique. Il a fallu faire une programmation un peu différente. Euh, j'ai pas eu trop de trucs incroyables, honnêtement. La plupart, c'est des athlètes, donc les standards sont relativement figés en termes de critères. Euh, non, les progs où moi je me dis à chaque fois, putain, je vais les fumer, c'est tout ce qui est prog wellness parce qu'elles font les jambes 3 fois par semaine, 4 fois pour certains blocs. Franchement, elles me détestent toutes parce que du coup, elle me fait insulter, mais à chaque fois que je la pose et que je la refais ou je la modifie ou je refais une nouvelle, je me dis, mais même moi, je sais pas si j'encaisserais ça comme ça. Pourtant, je sais que Ouais, c'est faisable parce qu'elles le tiennent, mais des progs incroyables. Original, j'ai pas de truc en tête, mais des progs où je me dis, bon, pff, ça va être l'enfer, ouais. Souvent, c'est les progs pour ouais. les. Ouais, quatre fois jambes par semaine, tu tombes sur quoi? Tu tombes sur une séance ischio-fessier, une séance ischio-fessier quadriceps, une séance ischio, Ah, ça une dépend séance quad? ouais, ça dépend des besoins, du coup, de la priorisation, mais ça peut être ça, ouais. Ça peut être quad fessier, ischio quad, fessier tout seul et fessier ischio à nouveau. Il y Ouais, a plein de combinaisons possibles suivant ce que je veux prioriser, mais 4 séances par semaine, je le fais que sur des blocs assez courts et sur des profils déjà avancés, mais rien que déjà quand je leur fais une prog sur 3 legs des semaines, quand je sais moi comment ça met dans le dur d'en faire un, même bien si du coup sûr. on peut répartir sur trois, ouais, je me dis, trois séances jambes par semaine, sachant qu'en général c'est des filles qui aiment pousser, Ouais, elles se donnent, donc je me dis, bon, c'est ouais, parti. ça demande une grosse récup. Ça demande une vraie expertise de programmer ça et de pas foutre la personne dans la merde, autant sur la récup ou même niveau blessure. Ouais, ouais, t'es obligé d'être hyper attentif et de communiquer vachement aussi avec elle parce que pour le coup, ça demande d'avoir un feedback qui soit hyper précis.
Et Ouais, souvent, je parlais l'autre jour avec Colline sur un autre podcast où j'ai dit que la communication est importante. Les filles verbalisent beaucoup plus. Mais tu as aussi ce profil de filles où elles savent que la l'AKT est difficile, qu'il va falloir forcément pousser. Et où du coup, elles essaient de pas trop s'écouter sur les signaux de fatigue et de se dire, mais c'est bon, vas-y, c'est la l'AKT, faut que je sois un poney, on va pousser. Alors que ouais, oui, c'est normal d'être fatigué quand tu fais 3 legs par semaine, mais il y a un niveau de fatigue ou de douleur articulaire ou de fatigue nerveuse complète qui est quand même à prendre en considération pour la prog. Et moi, j'ai bien besoin de sûr. si je veux avoir un step Et back. ça, c'est un truc intéressant dont tu discutes, c'est pour avoir les feedbacks de ses clients, dans quelle mesure faut mettre la jauge. Parce que tu vois, tu as des clients qui s'écoutent pas et tu as des clients qui s'écoutent trop. Mm. Et en fonction de la personne que tu as en face, c'est à nous d'adapter, de se dire, ok, je sais que elle a tel caractère Ouais. et que dans sa façon de penser, soit elle s'écoute trop, ou au contraire, elle s'écoute pas du tout. Et j'ai une cliente comme, enfin, dans le même style que ce que tu disais avant, une cliente lifestyle qui est en sèche depuis 12 semaines, je crois. Les premières semaines, on a perdu 1 kilo par semaine, donc c'est quand même un rythme bien agressif pour une femme de déficit. Et là, elle me dit, ah, on perd plus 1 kilo. Je lui dis, mais on va pas perdre 1 kilo jusqu'au bout, parce qu'en fait, déjà, tu vas pas tenir. Et quand je lui parlais du diet break, elle m'a dit, non, non, je veux qu'on continue. Je lui ai dit, mais en fait, le diet break, il va nous permettre de peut-être prendre 400-500 grammes sur la semaine, mais Ouais. derrière, on va reperdre beaucoup plus que ce que tu perdais avant le diet break. Donc, faut savoir aussi s'écouter, faire un pas en arrière pour en faire trois devant. Ouais, c'est hyper important. Les feedbacks sont importants et là, pour le coup, comme tu dis, c'est à nous de connaître un peu le caractère de la personne en face, et d'analyser un petit peu, prendre des notes parfois, se dire, OK, bon, elle s'écoute pas du tout, lui il s'écoute beaucoup trop, et essayer de jauger un peu quand tu prends le feedback, de dire, OK, bon, où est-ce qu'on en est C'est vraiment ça. par rapport à ce qui est dit. Ouais. Mais c'est ça le job de coach au final, hein. Ah bah oui, c'est apprendre à analyser la communication hyper importante et de savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser de côté et qu'est-ce qu'on en fait. Ouais, exactement. Analyser, c'est pareil. Quand je sais que j'ai des clients qui aiment bien me parler, m'envoyer des messages longs, un peu ce qu'ils ont fait dans leur journée, comment ils se sentent, etc. Et c'est important dans le processus de coaching que la personne se sente à l'aise. Et après, c'est aussi à nous, en tant que coach, de faire le tri des informations et de pouvoir trier rapidement. Ah oui, c'est ça. Parce que sinon, on se retrouve dans une spirale où il n'y a pas d'infos cohérentes, il n'y a pas d'informations brutes qui servent pour le client. Et on finit à faire des discussions de psychologie et pas faire avancer la personne sur son objectif de base qui est un objectif physique. C'est exactement ça. Faut presque, voilà, avec le temps, tu le fais plus, mais presque, tu sais, le truc, hein, on croit important, urgent, important, pas urgent, pas important, pas urgent, urgent, pas important. On va se faire dans la tête quand tu vois les infos, tu te dis, OK, où est-ce qu'on en est là? C'est ça. T'es obligé de faire ça, parce que sinon, soit tu passes à côté de l'info, soit tu te noies sous trop d'infos, et Ouais, tu n'avances pas plus que ça, ou la personne n'avance pas plus que ça. Donc, mais t'es obligé. c'est Moi, je le ça. retrouve pas mal sur les gens en prépa, parce que le mode prépa, ça leur met un espèce de switch où genre, c'est all-in, vas-y. On fait tout ce qu'il y a à faire, même plus que ce qu'il faut faire. Alors qu'en vrai, c'est pas toujours le cas. Des fois, il faut lever le pied justement pour mieux avancer, comme tu l'as dit sur un jet break. Oui, Et ils ont ce truc de pas s'écouter du tout, ou beaucoup moins s'écouter qu'en prep, parce qu'il y a la prep, parce qu'ils ont l'impression que si je leur dis de lever le pied, bah, on va être en retard. Alors qu'en fait, pas du tout, ça fait partie de ce qu'il faut faire aussi, et c'est important, parce que si tu te fumes et qu'il reste encore 10 semaines de prep, ça va être compliqué. ouais. Et après, tu perds du temps parce que du coup, il faut des jet breaks, faut remonter les calories, t'es pas sûr de faire la pesée. Il y a les tests sur les visuels aussi, j'imagine, parce que ça veut dire que tu regardes, on fait une mini recharge, ah, c'est pas le visuel souhaité, va falloir recommencer une deuxième fois, et l'échéance arrive, et t'es en retard. C'est ça. Et en plus, tu as le risque de blessure qui s'accroît. Enfin, bon, pour les filles qui font les jambes 3 fois semaine, le Ouais, but, c'est pas de se péter en en faisant trop. Donc, tu es obligé bien sûr. de savoir où est-ce qu'ils en sont en termes de récupération, de douleur, de tout ce qui fait que la prépa avance bien. Donc, ouais, il faut Ouais, obligé de s'écouter un petit peu. Pas trop, mais un petit c'est ça. Bon, après, sur une fin de prep, ça va, faut quand même aussi savoir écouter, comme tu dis, les athlètes. peu. Ouais, Moi, j'ai un gars pareil, enfin, qui fait pas une prep, mais on va faire son photoshoot. Et là, on est au stade où il a veine sur les abdos, veine sur les trapèzes. Donc il n'est pas ready pour une compétition, mais pour un bon photoshoot. ouais, Et il faut que je fasse le tri entre ce qu'il me dit parce il a une mort de faim. Donc ouais. tu parles avec les nerfs. Donc il faut que je fasse le tri de à quel point il est mort de faim et à quel point il me donne des informations qui sont cohérentes pour la suite, tu vois. Ça arrive. Après, tu Et vois, l'aspect fin, c'est celui que j'écoute le moins, je crois. Parce que dans tous les cas, ils auront faim. oui, c'est ça. Mais à quel point? À quel point? Quand il me dit je dors plus la nuit, j'ai dormi 2 heures cette nuit, tu prends 800 grammes sur la balance le lendemain parce que le cortisol il est je sais pas où. Ok, on va remettre 50 grammes de riz. On va les remettre. Dire sur la liste de check, c'est pas ce que je regarde en premier, mais oui, tu es obligé de le prendre en considération quand tu arrives dans des extrêmes où là, ça impacte le sommeil, etc. C'est ça. Ils me disent j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux genoux, je récupère bien. Par contre, je crève la faim. Je dis bah, ouais, en même temps, on a 8 semaines, 6 semaines de ta compète. Si tu me dis j'ai pas C'est faim, ça. c'est pas normal. Tu vois. Oui, oui, c'est ça. Il y a un problème. Ouais, voilà, c'est le critère, on va dire, middle. Tu, C'est tu, ça. tu prends en compte, mais en même temps, tu sais que ça fait partie du game pour le coup.
Mais c'est l'appréciation qui est le plus important et que l'appréciation soit la bonne pour que le résultat voulu, escompté soit Ouais, atteint, quoi. exactement. Exactement. Non, mais hyper intéressant ce petit lien. Ce qui nous emmène à qu'est-ce que les clients ils attendent vraiment d'une transformation physique Ouais. et comment créer le programme en fonction de ce qu'ils veulent. Ça, on l'a un peu dit jusqu'à maintenant. Chaque programme est différent. On va pas se mentir non plus que pour tous les clients, il y a toujours une base de programme. Enfin, t'as pas un programme complètement différent pour des personnes parce que tu sais avec l'expérience que tu as certains exercices qui sont mieux que d'autres en fonction des génétiques et des insertions. Mais il y a souvent des choses qui reviennent, les temps de contraction, les temps sous tension, des, des basiques qui reviennent et qu'après on ajuste au fur et à mesure du programme en fait. Oui, oui, t'es obligé d'avoir des récurrences malgré tout, mais même si on le fait moins maintenant, je trouve, sur les réseaux, mais pendant longtemps, c'était l'espèce de chasse au genre, on peut pas avoir le même programme que tout le temps, ou copier-coller des programmes. Oui et non, parce que en vrai, tu peux avoir le même programme sur deux personnes différentes, si le profil est le même et que les objectifs sont les mêmes. Moi, une bikini, si elle a le même physique que la bikini d'à côté et les mêmes besoins, la prog, ça va être quasiment la même chose. Ce qui va changer, c'est l'adaptation que j'en fais dans le temps et l'évolution que j'en fais dans le temps, le volume que je vais rajouter, la récupération qu'elle en aura, ce que je vais prioriser ou pas prioriser en fonction de son évolution. Mais tu es obligé d'avoir une récurrence des choses parce que tu vas pas réinventer la roue de toute façon. Bien sûr. Les exos faire un Et fessier, avec les... même, faire les épaules. Oui, bien sûr. Et puis en plus, avec l'expérience, quand tu vois les premières photos de check-in que tu as au début du coaching, tu sais analyser les physiques et en fait, tu as des espèces de schémas qui se répètent. Moi, je vois quand j'ai des gars qui sont grands, je regarde sa taille, je regarde son poids, je regarde ses insertions. Souvent, sur un mec grand, il a pas de jambes, grand dorsal pas très développé. Souvent, il n'y a pas beaucoup de bras non plus. Ça se peut qu'il ait des bons pecs parce que souvent, il a la clavicule large, etc. Donc, le programme de ce mec-là sera le même que la même morphotype de son voisin. Et ce qui va être ajusté, comme tu dis, c'est le ressenti. Est-ce qu'il arrive à contracter sur les exercices qu'on lui a mis? Est-ce qu'il ressent son muscle? Et la récup. Et un autre point important que j'ai zappé et que j'avais en tête, elle me reviendra tout à l'heure. Je Ouais, t'en parlerai tout à l'heure. ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais je leur dis, quand je leur envoie les plans de départ, je leur fais leur vidéo d'initiation, je leur dis, mais c'est le plan de départ. Parce que souvent, je leur envoie la prog, après, ils ont 50 questions sur le programme, mais on fait pas ça, on fait pas ça, on va pas faire ça. En fait, c'est un plan pour cette semaine presque. On verra la semaine Ouais, prochaine si je te rajoute du volume. Si tu me dis que tu n'as rien senti sur cette séance-là, que ça va pas, on va modifier les exos, l'ordre. ouais, C'est un plan qui est basé sur des photos et ce que tu m'as donné dans ton questionnaire par rapport à ton adhérence, par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes faire. Mais après, le reste, c'est complètement dépendant de comment ça va se passer sur X semaines, X mois. Tu peux ouais, avoir le même programme que le mec qui a la même morpho que toi, effectivement, mais par contre, bah, lui, il encaisse 3 séries plus que toi par séance parce qu'il est un super nerveux et que tout va bien et qu'il progresse comme ça, alors que toi, pas du tout. ouais. Oui, oui, typiquement. Et puis sur le papier, tu vas mettre un exercice qui doit faire un muscle. Donc là, typique, j'avais mis machine à dips hammer strength pour un de mes clients qui est grand. Il manque de bras, mais il a des gros pecs. Je l'ai mis en test. Je me suis dit, j'ai un doute. Je l'ai mis, je lui dis, sensation de pump dans les triceps en restant quand même droit sur la machine. Ah non, rien du tout. Fais soit avant l'épaule, les pecs. Je fais, ok, ça dégage, instantanément l'exercice. Ouais. Ouais, ouais, soit tu enlèves de suite, soit tu refais un deuxième test, mais en général, tu t'adaptes directement parce que tu sais qu'il y a aussi une part de ressenti et que l'adhérence passe par là. Donc, de toute façon, Ouais, désolé, bon sur le papier, oui, mais si ça va pas correctement sur le terrain, ouais. tu Et, peux pas. c- et là, c'est encore un autre sujet intéressant qu'on va pas passer 3 heures à développer, mais la différence entre science-based et application-based de l'expérience. Moi, j'invite Pierre pour parler de ça sur un podcast. Ce sera Non, cool. parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux, mais Ah, mais c'est vrai. quand j'ai commencé le coaching, franchement, j'étais à fond dans les études. Moi aussi, j'aimais bien me dire, j'ai le truc parfait pour mes clients, etc. Et en fait, la réalité du terrain, elle est complètement différente. Des fois, tu mets un exercice what the fuck pour un de tes clients que toi, tu ferais jamais. Le mec, il progresse chaque semaine dessus. Le point faible, il se développe. Voilà. Enfin, Fin. Fin du game. il faut allier les deux et ça, pour le coup, Pierre le dit souvent et je suis d'accord avec ça. Il faut garder une espèce d'ouverture d'esprit. Tu peux pas être mono-stratégie dans ton travail, sinon tu passes à côté de 50 trucs possibles. Tu Ouais, peux effectivement te baser beaucoup sur les études, ou en tout cas étudier beaucoup le sujet pour essayer de trouver le truc le plus optimal, mais dans un certain nombre de cas, j'ai pas de pourcentage parce que sinon je vais me faire agresser sur un pourcentage, on me demande de calcul, mais dans un gros nombre de cas, ce que tu vas appliquer sur le papier et ce qui va se passer en transposition sur le terrain, ça va pas marcher. Ou ça marchera pas ouais, comme ça devrait marcher par rapport à l'étude en question. Il y a une cohérence à avoir par rapport à tout ça, bien évidemment, mais le terrain reste reste le terrain, pour le coup. ouais, bien sûr. Si tu mets l'exo parfait, mais que le gars il te dit j'ai zéro ressenti, bah, c'est que c'est pas au bon endroit. Il va sûrement pas kiffer sa séance, il va se faire chier, il va pas adhérer. Donc du coup, bah, tu as zéro bénéfice parce qu'il fera autre chose sans te dire, ou alors
bah, il va s'emmerder dans sa séance, il sera pas dedans, et du coup, tu perds le bénéfice de la séance parce que ben, tu as un exo qui fonctionne pas. Oui, bien sûr. Autant l'enlever, mettre un truc qui marche pour lui, sur lequel il kiffe, Ouais. et Et une puis part. après, derrière le science-based versus application, tu as high volume, low volume, Ouais, etc. Et proximité à l'échec, est-ce qu'on fait rire zéro sur chaque training? Et moi, je dis, les gars, ça dépend des personnes. Enfin, si tu me fais un tirage horizontal pour le dos, les trois dernières reps pour être à l'échec, tu sens que tes avant-bras, les fais pas. Garde une série de plus. ouais, Mais ça, t'as plein de gens qui vont dire, oui, mais les études disent que l'échec c'est mieux. Mais le mec, il sent que ses avant-bras. ouais. Si l'échec c'est mieux, mais ça va pas au bon endroit, c'est toujours pareil, hein, Ouais, c'est ça. le terrain. Euh, c'est- Et ça, je l'ai beaucoup fait quand je m'entraînais pour moi et tout. Je te ouais, rire zéro à l'anglaise, tu sais, genre tous mes exos et tout. Et je me suis dit, mais en fait, à la fin, tu sens même plus le muscle voulu, tu sens autre chose. Si sur cet exercice-là, t'arrives pas à avoir l'échec complet sur le muscle voulu, le fais pas, fais une série plus, fais deux séries plus. Compense par du volume. ouais, clairement, clairement. Mais ça, je pense que tu l'as plus. Là, moi, je l'appliquerai que à partir d'un certain niveau. Tu vois, je me dis, un mec qui est débutant, qui a 1 an, 2 ans de muscu, va au max de ce que tu peux tirer. Même si ça te part dans les avant-bras, t'as zéro muscle, ça fait 2 ans que tu t'entraînes, on s'en fout. Tu prendras des avant-bras au pire. Tu vois. Bien sûr. Ouais, Ça va être beaucoup plus spécifique quand tu commences à avoir 5 6 ans de training ou tu commences à avoir un gros physique et que tu veux effectivement être plus précis dans ce que tu veux développer. Mais au début, moi, quand j'ai commencé la muscu, je me posais pas la question de savoir si ça me brûlait l'avant-bras ou le biceps, hein. Je non, t'as curlais, raison. je pouvais curler et puis bah, c'est bon, j'ai fait ma séance. Et puis J'ai un voilà. peu mal partout, mais ça va bien se passer. Quelques blessures, mais Maintenant, au j'avais moins je des prends du courbatures dans les physique. épaules, je savais pas pourquoi, mais voilà, j'avais fait de la muscu, donc tu te muscles. Donc, tu pars de Ouais, c'est zéro. ça. Il peut que se passer quelque chose, tu déplaces des charges, dans tous les cas. Ouais, c'est Et c'est clair. ça, cette tendance qu'on a en ce moment, là, je trouve qu'il est un peu trop science-based, où ils veulent tout optimiser alors ça n'a pas de pertinence au niveau qu'ils ont, et même des fois plus. Ouais. C'est le fait, on joue trop le 1% alors qu'on sacrifie 40% d'adhérence au plan ou d'intérêt par rapport à ça. Ouais, et puis ça enlève aussi un peu de la valeur du sport qui est de faire les choses difficiles et de sortir sa zone de confort. Le mec, il veut pas faire son rowing à la barre parce qu'il dit que ça va trop user ses lombaires et qu'il préfère faire ça avec un bus penché, machin. Fais ton rowing, je te jure, tu le fais correctement, il y aura rien qui va te faire prendre plus de dos en fait. Rien. On essaie de contourner les trucs C'est ça. c'est hyper compliqué. J'en ai parlé avec Alison Testu hier. On disait les gens essaient de simplifier un sport qui est dur et qu'on fait parce que c'est dur, justement. Ouais, On essaie de tout carrément. compliquer pour le rendre. On parlait de prépa pour le coup, mais ça se transpose très bien là-dessus. Essayer d'être le plus confortable possible pour l'exercice. Bon, je te rassure, si tu fais un rowing buste penché à 100 kilos, tu auras un muscle du dos développé. Même si tu as mal dans les lombaires, Ouais. il va se développer aussi. Ouais, ils vont se développer, c'est fait pour ça. Ça, c'est un truc, un sujet aussi, les lombaires. Putain, Mm. dès que les gens ils sortent leur lombaire travailler, c'est la peur de la blessure. Mm, mm. Ils vont C'est se faire solide un une, lombaire, hein. ils vont se faire une hernie, ils se rendent pas compte de ce que c'est une hernie réellement Non. de comment ça se traduit. On va pas se faire une hernie comme ça. C'est ça. Et c'est bon de travailler lombaire, c'est bon d'avoir des lombaires solides, parce que au-delà de tout le sport que nos clients font, moi j'en ai beaucoup qui sont sédentaires, je leur dis les gars, faut que tu aies des lombaires solides si tu veux pas avoir mal au dos quand tu auras 40-50 ans, euh, faut faire bosser ses lombaires. Bon, c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, sur la plupart des gens, ils se focalisent sur un truc qui veulent optimiser un maximum, alors qu'en vrai, à côté, il y a 50 choses qui peuvent marcher, qui vont fonctionner, qui vont les développer de manière assez importante aussi. Et que d'isoler un tout petit peu cette portion du muscle où la fibre, elle est dans ce sens-là, parce qu'on fait un rowing dans ce sens-là, oui, quand tu as 10 ans de muscu, que tu fais de la compétition et que tu as besoin de prendre de cette portion-là de ton dos, pourquoi pas? Mais quand Ouais, c'est ouais, juste bien que sûr. tu t'entraînes, tu fais un gros rowing, quand tu seras passé de 60 kilos sur la barre à 100 kilos, tu auras pris du dos, quoi. Tu seras content Ouais. d'avoir un peu de longueur. Bah, tu auras le même dos que représente l'effort que tu mets dans ton rowing en fait. Ouais, carrément. Parce que quand tu arrives sur une séance d'eau, que tu que des tirages unilatéraux, verticaux, latéraux, des angles comme ça, machin. Et tu le vois sur les dos de ces mecs-là, hein. Ouais, ils ont le grand dorsal un peu développé, mais il y a un trou béant au milieu du dos de densité qui manque. Il n'y a Mm. pas le lombaire. Mais ça se voit instantanément. Ça, moi, j'aime bien à la salle observer des physiques, voir comment ils s'entraînent et me dire la traduction, elle est directe. Mm. C'est vrai, c'est Et exactement ça, ça. je pense, des fois, tu dois le faire à la salle. Enfin, comme moi, je pense que tu fais ta séance de ton côté, tu parles à personne, etc. Et pendant ta pause, tu regardes à droite à gauche, tu vois un mouvement qui est fait, et tu te fais une analyse complète en moins de 15 secondes de tout ce que le mec a fait mal depuis des années et comment ça pourrait être réglé avec un petit truc, Je sais pas. S'il le faisait un poil mieux. un poil mieux, un petit détail. C'est vrai, ça. Il faut pas se focaliser trop sur les détails trop tôt non plus, quoi. C'est- C'est clair. Et pour toi, quelles sont les valeurs?
du coup, derrière l'accomplissement de l'esthétique parfaite? Qu'est-ce que ça cache, cette esthétique parfaite? Euh, si je parle des clients lifestyle, parce que les compétitions, ça reste toujours un peu particulier, mais pour moi, quelqu'un qui a une transformation physique, ça démontre qu'il a eu une remise en question à un moment donné de quelles sont ses habitudes aujourd'hui qui sont pas bonnes et néfastes pour son physique, sa santé, parce qu'on part de là aussi, hein, sa santé, quand on ne fait pas compétition. Je dirais remise en question et un peu d'amour-propre malgré tout, parce que le but, c'est aussi de se faire évoluer physiquement et mentalement vers une meilleure version de soi-même, donc ça demande quand même de l'amour-propre. J'en ai parlé l'autre jour en story, mais un peu d'honnêteté envers soi-même aussi. Est-ce que j'aspire à mieux pour moi? Est-ce que je fais les choses à 100% pour être mieux pour moi? Donc je pense que ça se traduit, ça traduit pas mal de choses de ce côté-là, de la discipline bien évidemment, mais qui va avec le reste. Mais je pense, ouais, grosse remise en question et un peu d'amour-propre pour se dire, ok, ce que j'ai aujourd'hui, ça me convient pas, c'est pas bon pour ma santé, ben, on va faire mieux. On va faire mieux. Et ce principe de on va faire mieux, en plus, après, tu l'appliques À tout, dans d'autres sphères de ta vie. à tout, absolument tout. Enfin, en tout cas, je pense que quand tu le fais pour des bonnes raisons et que mentalement tu évolues aussi bien que physiquement, tu le transposes à plein de choses. Ouais, Moi, quand j'ai commencé à faire du body, si j'avais eu le mindset que j'ai développé avec le body quand j'avais 20 ans, j'aurais fait plein d'autres choses différemment. Et mieux sûrement, beaucoup mieux. ouais, bien sûr. Donc, ouais, parce que tu te mets à réfléchir de manière comment je peux être 1% meilleur sur ça, sur ça, sur ça. Et tu te rends compte qu'en fait, tu peux devenir meilleur partout pour le coup. Et de manière long terme, en plus. Ça t'enlève tout ce truc-là. Moi, c'est ce que je leur dis à mes clients. Quand t'as envie d'un grignotage à la con ou d'un truc, le plaisir que ça va te procurer sur les 15 secondes que tu vas bouffer ta merde, versus le non-plaisir que tu auras dans 3 mois si t'as le même physique qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte le plus? Ouais, Ah ouais, je vais réfléchir comme ça parce qu'effectivement cet été je veux pas ressembler à un cachalot sur la plage, je veux pas exactement. qu'on voit le gras sur mes jambes, je veux pas qu'on voit le gras sur mon bide, et je veux pas mettre, tu sais, le petit coussin devant le ventre quand Ouais, t'es ouais, en famille pour cacher le ventre. ouais, je suis d'accord. Ah, bah, c'est Du exactement coup, ça. Je crois que c'est Chris Williamson qui est dans un podcast il n'y a pas longtemps. L'inaction a un prix, et c'est vrai, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça va te coûter de rien faire par rapport à qu'est-ce que ça va te coûter de le faire, pour le coup. Et c'est exactement ça. Si tu restes là où tu es et que tu restes dans ton truc sans évoluer, sans bouger, ben, dans 3 mois, tu auras le même physique. Mais c'est quoi ouais, l'estime de toi à ce moment-là? C'est quoi l'amour-propre à ce moment-là? En général, ça va être décroissant parce que tu vas te dire, bah, je suis nul en fait, je suis toujours au même endroit qu'à 3 mois. Je suis pas c'est capable ça. de, j'ai pas le mental pour. En fait, tu te mets dans une boucle hyper négative et tu te dévalorises constamment. C'est hyper récurrent beaucoup chez les femmes pour le coup. Oui, Espèce d'image négative qui est une boucle, qui est induite par ça au départ, par une non-action ou une inaction, quand c'est pas induit par l'extérieur et l'entourage, mais c'est exactement ça, parce que tu te mets à rien faire et à perpétuer cette mauvaise image et à continuer à rien faire pour le coup, jusqu'à ce que tu touches le fond et tu rebondisses, mais tu peux perdre 5 ans, 6 ans. et souvent passer à l'action, le temps pour passer à l'action et régler le problème Hein. Ouais, c'est duquel long. où tu es dans l'inaction, c'est Ouais, beaucoup plus rapide que le ouais, temps d'inaction que tu as eu. pardon. Ça veut dire que, comme tu dis, ça va être 5 6 ans à avoir un physique qui te plaît pas te sentir bien, comme tu dis, pas d'amour propre, donc le visuel que tu as dans le miroir, tu es en mode de, j'aime pas mon physique, parce qu'aussi c'est devenu banalisé ça de pas aimer son corps, hein. Parce que Ouais, maintenant, quand t'aimes ton physique, t'es un débile, un superficiel, qui pense qu'à ça et qui a que la musculation dans sa vie. ouais, Donc c'est banalisé de pas aimer son corps. Mais pour revenir au sujet, si pendant 5 6 ans t'as pas kiffé ton corps, suffit que tu te mettes des fois 6 mois, 8 mois sérieusement sur l'objectif, c'est plié. L'objectif, il est plié. ouais. C'est vrai, c'est exactement ça. Le temps que tu procrastines il est beaucoup plus long que le temps que ça te met à le faire pour le coup. Ouais, C'est clairement ça. Mais comme c'est qu'on n'est pas dans une société où on pousse les gens à agir, on les pousse à beaucoup trop s'écouter parfois, et ouais, un peu dans l'autosatisfaction de leur situation et d'occulter un peu les choses. Et du coup, le temps de passage à l'action, il est beaucoup plus long pour la plupart. Parce qu'ils n'ont ouais, pas au quotidien, dans leur environnement, dans ce qu'ils scrollent sur les réseaux, dans ce qu'on leur propose dans les médias, cette notion de se pousser un peu, d'aller chercher plus d'excellence, on va dire, entre ouais, guillemets, de toute façon. ouais, C'est c'est clair. c'est dans les extrêmes, mais on n'est pas dans une culture comme ça. En France, pas du tout. Et dans les médias, de manière générale, très peu. Ouais. Donc en fait, ouais, ils sont dans cette boucle où ouais, je suis comme ça et j'ai pas envie de sacrifier les petits plaisirs du quotidien parce que c'est mes seuls plaisirs de la semaine. Ouais, mais bon, rentrer chez soi, Du être mal coup, dans le cerveau, pour remettre en question tout le schéma, parce que si tes seuls plaisirs de la semaine, c'est le petit craquage tous les jours que t'as, et c'est ouais, qu'il y a un sacré problème dans ta vie, hein. C'est un peu de la merde comme plaisir, hein. ah bah, c'est nul, absolument nul. Mais pour beaucoup, c'est malheureusement c'est ça. Comme on n'a pas la culture du passage à l'action et qu'on les incite pas à changer ce qui leur convient pas, des fois c'est changer de taf, des fois c'est changer d'environnement, bah, en fait,
complexe dans cette boucle-là, malheureusement. Et comme tout à l'heure, la cascade après, elle est infinie parce que ton Ouais. petit plaisir de la semaine, c'est ce qui va te coûter ta shape. Et bah, du coup, t'aimes pas ton physique. Foutu pour foutu, bah, tu dis, bon, c'est pas grave, hein, on va continuer la semaine prochaine. Peut-être faire un fois deux. Du coup, t'aimes pas ton physique, t'es pas à l'aise avec ton corps, t'es pas à l'aise dans tes relations perso, conjugales, etc. Le taf, bah, t'es pas forcément celui qui prend la parole non plus, tu t'affirmes pas trop, donc des fois tu passes à côté d'opportunités. Et il y a tout qui est en cascade derrière ça, quoi. Et donc c'est marrant parce qu'on parle d'esthétique parfaite. C'est quoi les valeurs derrière une esthétique parfaite? On utilise le mot superficiel quand on parle d'esthétique, mais toutes les valeurs hein, que tu es en train d'expliciter là, Damien, c'est tout sauf superficiel en fait. Bah C'est tout oui. l'inverse. Parce que la notion de superficielle, souvent, c'est les gens qui se complaisent dans leur propre merde, on va dire, qui estiment que ceux qui essaient de s'en sortir sont superficiels, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que souvent, c'est le reflet de ce que eux ne sont pas capables de faire ou ont peur de faire. Et des fois, ça reflète un mal-être en eux parce que souvent, ils se permettent de juger quelqu'un qui essaie de s'en sortir en le dévalorisant parce qu'eux ne se sentent pas capables. Et en fait, on en revient toujours à Ouais, cette boucle où eux, dans leur propre vie, ils sont dans cette boucle négative de mauvaise estime de soi, de mauvais physique, de mauvais trucs. Alors qu'en fait, ils pourraient eux aussi inverser la tendance. Du coup, dire de quelqu'un qui est superficiel, bien sûr, il y en a. Et musculation, il y en a beaucoup. Body encore bien plus. sûr. Ils s'aiment dans le miroir, ils se kiffent et tout, mais ça reste une minorité par rapport à tout plein de gens qui veulent juste se sentir mieux dans leur vie et mieux dans leur corps et mieux dans leur quotidien. Ouais. Une superficielle, on a pris une minorité pour en faire une généralité des gens qui prennent soin de leur corps, alors qu'en vrai, ils prennent aussi soin de leur tête. Bien sûr. Ça va ensemble en fait, hein, les deux sont liés. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Transformation physique égale transformation mentale. Non. Mais par contre, l'inverse, j'ai du mal à y croire. Parce que tu vois, tu coaches quelqu'un qui a pas eu de résultat physique, il me dit ouais, mais je me sens transformé mentalement. Ouais, non, pas transformé. Peut-être qu'il a une amélioration dans son quotidien, mais malgré tout, ce qu'il va faire dans le process de transformation physique, ça reflète aussi son état d'esprit. Donc, même si C'est c'est pas ça. en soi, tu peux être une très bonne personne, avoir un physique tout à fait normal et pas forcément très musclé. Mais quelqu'un qui s'engage dans un process de transformation et qui te dit que mentalement il a changé alors que physiquement il n'a pas trop changé, c'est qu'il y a encore des failles dans le système, quoi. Ouais. Et qu'il y a sûrement Non, non, des et, trucs. et c'est marrant parce que ça me rappelle, moi, avant de commencer dans le coaching, quand je suis sorti d'études, je bossais en bureau pour des marques de luxe, donc forcément, les mœurs et les valeurs dans ces milieux-là sont complètement différentes que dans le sport. On m'appelait Monsieur Poulet parce que j'ai toujours ma gamelle. Et en fait, ce qui est marrant, c'est. Bon, je vais pas pleurer, je suis pas traumatisé, hein, mais c'est que l'espèce de discrimination que t'as, on m'appelle Monsieur Poulet parce que eux bouffaient de la merde le midi. Et donc, Ouais, c'est moi qui étais l'énergumène chelou qui bouffait du poulet, alors que j'étais en mode, les gars, je veux juste être en forme, avoir un bon physique, pousser à la salle lourd et me développer, en fait. je me sens bien comme ça. Et je me sens bien comme ça, et je digère bien, j'ai pas le ventre gonflé. L'été, quand je suis en vacances, j'enlève mon t-shirt, j'ai pas honte. Ouais, Voilà. tout va bien dans ma vie, quoi. Je me sens bien dans ma vie. Mais c'est encore, mais surtout en France, c'est encore quelque chose qui met du temps à démocratiser. Rien qu'un truc tout con que sur certaines cartes de menu en extérieur, qui y ait les calories écrites dessus, ça devrait être basique. Parce que j'estime que pas compter ses calories, mais avoir quand même une estimation de ce que tu manges tous les jours, c'est comme faire un budget quand tu pars en vacances. Quand tu pars en vacances, tu fais un budget, tu sais, tu te dis, bon, voilà, le billet va coûter tant d'euros, l'hôtel, le machin. Et par contre, pour son physique, c'est le seul truc où c'est all inclusive. Open bar, tu fais ce que tu veux, tu fais tout et n'importe quoi, il n'y a pas de galère. Ouais, ça va, ça va. Et une question, et c'est une question marrante que j'ai bien posée aux gens, c'est leur dit, tu manges beaucoup, tu sais, avant le coaching, Ouais. tu manges comme moi, ça va, je mange normal. Envoie-moi une photo de tes assiettes. Et là, tu retrouves, je sais pas, 250 grammes de pâtes crues à peu près. Tu vois, ça va vite des pâtes crues en vrai, en plus en volume. Ouais. Et je suis en mode, bah tu sais que là, entre ta prot et tes pâtes, ton repas il coûte 1200 calories. La moitié de ta journée. La moitié de ta journée. C'est-à-dire que si t'as pas un physique très musclé et que tu t'entraînes pas depuis 5 ans, dans aucun monde t'es censé manger autant. Dans aucun monde. C'était pas dans les standards des gens. Les Ouais, gens non. n'aiment pas le poulet. Les gens Ouais. préfèrent le McDo. Exactement, ouais, malheureusement. Bon, après, bon, les goûts, les couleurs, mais tant qu'ils jugent pas. Le problème, c'est qu'ils ont tendance à trop vite juger négativement les gens qui font les choses différemment d'eux, mais souvent, je pense que ça les renvoie parce qu'eux ne se sentent pas capables d'eux, et on en revient toujours Bien à sûr, cet esprit un peu négatif, de mauvaise image d'eux-mêmes par rapport à leurs capacités, par rapport à... Les c'est gens ça. estiment que le coût au quotidien d'aller chercher leur physique idéal est trop élevé en termes de sacrifice, mais ils se rendent pas Ouais. compte que c'est aussi un investissement sur leur santé malgré tout, que à long terme. Ouais, long terme santé, parce que ça, c'est un truc, on parle souvent dans les appels découvertes, tu parles d'esthétique, de goal physique, et on en parle souvent au second plan, mais ouais, quand tu auras 30, 40, 50, 60 ans, t'as pas envie d'avoir un physique merdique dans lequel tu peux pas te lever et d'avoir des problèmes beaucoup plus tôt que prévu aussi. C'est ça, articulaire, physique, physiologique, enfin, dans tous les cas, tu prends soin de ta santé en faisant ça. Donc, Ouais.
Mais souvent, les gens ne mettent pas en avant, c'est pas le goal premier, souvent. À part Léon, Après, grosse perte de poids à faire. oui, bien sûr. Mais après, t'es mal informé aussi. En France, on te dit manger 5 fruits et légumes par jour, 1800 pour une femme, 2000 calories pour un homme. Donc, tu te retrouves avec des gens après qui sont lâchés dans la nature quand ils travaillent au quotidien, qu'ils ont des vies actives. Bah, ils savent pas quoi bouffer, ils savent pas qu'est-ce qui est calorie, qu'est-ce qui l'est pas. Moi, le coup des sushis, ces diètes, on me l'a fait 5000 fois, ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est du riz et du poisson. C'est du riz et du poisson. Et ce que j'aime bien expliquer, moi, j'aime bien, tu vas aller dans le détail parce que je pense que quand tu comprends les choses, tu les appliques mieux au quotidien aussi. Ouais, c'est vrai. Et je leur dis gentiment, je leur dis un grain de riz à sushi, il y a du vinaigre de riz autour, hein. Ouais, Tu regardes la bouteille de vinaigre de riz, et ça vaut aussi cher que du riz. Donc sur chaque grain de riz, t'as 2 grains de riz. Donc ouais, imaginons que tu manges 100 grammes de riz, t'en as mangé en vérité 200. c'est ça. Que tu as trempé C'est dans la très... sauce soja en plus. Voilà, sauce soja sucrée, donc des glucides en plus. Voilà. Du sucre pur en plus, impeccable. Et le but, c'est pas d'avoir une approche qui réprimande ou qui te dit, voilà, tu fais n'importe quoi, t'as rien compris. C'est plus justement d'éduquer sur le fait de qu'est-ce qui est bon, à quel moment. Si tu as envie un peu de sécher, voilà ce qu'il faut manger. Si tu veux prendre du muscle, il va falloir s'orienter sur des choses que tu digères bien. Donc oui, une prise de muscle, ça passe pas que par juste manger beaucoup, mais quoi manger. Ouais. Et il y a souvent un taf là-dessus à faire, surtout sur mes clients lifestyle, où Oui, ça oui. fait, ils ont entre, je sais pas, la moyenne c'est entre 26 et 45 ans. Bah, ça fait entre 26 et 45 ans qu'on leur a rien expliqué. Ouais, il n'y a pas Et du d'éducation coup, alimentaire. toi, t'arrives comme un ovni, faut tout reprendre à zéro en fait. C'est vrai. Ah, il y a très peu d'éducation alimentaire sur ça. Le peu d'éducation qu'on a à ce sujet, c'est comme tu l'as dit, manger 5 fruits et légumes par jour. Manger pas trop gras, trop sucré, trop salé. Toutes ces conneries, mais c'est hyper vague et ça donne pas aux gens des clés pour s'en sortir. Donc, Et tu veux un truc con, Damien, encore aujourd'hui, là j'ai fait un programme pour une cliente qui s'entraîne quand même depuis 3 4 ans. Et elle me dit, ah, j'ai vu dans ton programme nutrition, t'as marqué bien salé ses plats. Je pensais qu'il fallait pas. hypertension. Ouais, la fameuse, comme le cholestérol, hein. Trop de jaune d'œuf. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils font pas le distinguo entre le fait de... On part du principe que les gens mangent mal, et quand tu manges des produits transformés, ils sont très salés de base. Donc effectivement, là tu développes de l'hypertension et des merdes. Sauf qu'en fait, quand tu manges des produits sains, pas transformés, et que tu les sales, bah, les nutriments, ils passent mieux, tu pumpes pas la salle, tu Ouais, digères mieux aussi, in fine, parce que l'eau, tu la digères mieux, etc. Et il y a plein de choses à découdre, il y a à défaire, mais que les gens n'ont pas conscience. non, ça va, clairement pas. Mais encore une fois, on leur met pas ça à l'école, peu importe, on n'aborde jamais ces sujets-là. Ils ont des basiques données à la télé par des pubs ou sur les réseaux. Maintenant, heureusement, un peu plus de communication là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'ils vont consulter le plus. Ouais, Ça les intéresse pas particulièrement tant qu'ils n'ont pas de problème. Donc, non. Non, et puis t'as le truc très à la mode, tu me fais penser sur les réseaux, la porn food diet, hein, mm, qui est très alléchante sur le papier. Donc le mec, c'est son job sur TikTok, sur Insta, il fait ça toute la journée, il fait des e-books, il les vend je sais pas combien. ouais, Toi, t'es monsieur tout le monde qui a jamais fait de diète, ah, c'est sympa, une pizza pas chère en calories. Et en vrai, dans les faits, la pizza, elle va même pas te... T'auras même pas l'impression de manger une vraie pizza, donc t'auras pas ce kiff-là. Souvent, les calories qui t'indiquent sont faussées, donc ça coûte plus cher en calories que ce qui est écrit. Et un truc con, mais quand t'es en sèche et que tu manges des choses qui sont trop bonnes, c'est qu'est-ce qui encore se pire. passe? C'est encore pire, t'as encore plus faim après avoir bouffé. Ouais, c'est l'enfer, ça. Donc c'est pas forcément, ouais, les réseaux sont un très bon outil et pas forcément bien utilisé, parce que souvent les gens ils me disent aussi, ouais, on voit tout et rien sur les réseaux. Et moi je suis en mode, moi mes sources sur les réseaux sont bonnes. Genre les gens que je suis sur les réseaux, Et c'est oui, des gens que soit... parce que Dis-moi. l'algorithme, tu l'as orienté vers des choses qui sont bonnes. Eux, ils scrollent tout sauf ça. Scroll dopamine, scroll poser le cerveau, lobotomie. C'est ça. Donc, du coup, forcément, le contenu qu'il leur est proposé, c'est pas le plus éducatif. Et encore une fois, on leur vend la facilité en leur faisant ce genre de proposition là, de porn food diet, parce qu'on leur montre des trucs alléchants qu'ils ont envie de manger par plaisir, qui sont censés être bons pour eux. Donc oui, ça marchera au début, mais sur une transformation physique long terme et un objectif physique, à un moment donné, il va quand même falloir cadrer un peu plus les choses pour pouvoir y arriver. Sans être dans l'extrême d'une prépa d'athlète, mais Bien sûr. faire. Et, et puis même, c'est pas viable sur le temps que ça prend aussi, tu vois, parce que moi je vois, ils ont souvent peu de temps pour cuisiner, donc on trouve des alternatives, même s'ils mangent dehors le midi, je suis au taquet sur quelle alternative à me trouver. Ok, tu peux prendre une salade là-bas, etc. Mais, euh, mais ce genre d'aliment prend du temps à cuisiner le soir, hein. Quand tu Ouais, commences à te faire des recettes avec 10 aliments différents et tout, tu passes 4 heures en cuisine le soir, hein. ouais. À la limite, c'est une bonne alternative pour leur repas libre, parce que du coup, ils peuvent effectivement faire quelque chose
de bon qui va leur coûter moins cher en calories que ce qu'ils auraient mangé s'ils avaient fait n'importe quoi. Mais au quotidien, c'est hyper compliqué quand tu as des enfants à gérer le soir et que tu dois cuisiner, je sais pas quelle recette incroyable qui va te prendre 1 heure. Ah non, en fait, t'as pas le temps. Madame, tout le Ouais, monde, t'as pas le temps. non. On n'a pas le temps. Mais après, t'as pas le temps, c'est pas une excuse non plus, parce qu'il y a tellement de choses qui se font rapidement à manger. Et se faire bien manger, en vrai, t'as un air fryer. Oui, Tu voilà, prends ça le, c'est. tu prends le double là, légumes, poulet, tu fais ton riz à côté, t'as tes repas de la semaine qui sont faits. Ouais, sur ça, c'est bon. Là, l'excuse du temps n'est pas vraie, mais quand il faut cuisiner un truc et le préparer, que ça prend du temps, là, pour le coup, ça peut devenir vite problématique. Alors que tu balances Ouais. ton poulet et tes légumes, tu mets le air fryer 30 minutes pendant que tu t'occupes de tes enfants, bah, tu vas pouvoir manger ton plan, quelque chose de sain. Alors que si tu avais passé une demi-heure à préparer la panure du filet de poulet pour ensuite le mettre Dans le skyr, et dans l'œuf, et dans le machin. dans l'avoine et deuxième tour, on recommence, on met des épices, t'as passé déjà 20 minutes, tout le monde n'a pas envie de faire ça en fin de journée. C'est ça. On a pris l'exemple du poulet, du riz, des haricots verts, parce que c'est ce qui nous vient à la tête, enfin dans l'esprit le plus rapidement. Mais sur les protéines, t'as genre 40 alternatives possibles, hein. Moi, sur les poissons blancs, je leur dis à mes clients, quand t'as un resto à faire, t'as toujours un poisson à la carte. Ouais, tout C'est le une temps. alternative protéinée, c'est un truc qui coûte pas cher en calories. Go, go, go. Mhm. Ah ouais, clairement. Même sur les viandes maigres, après, je sais pas si tu le programmes dans tes programmations diète. Sur les viande maigre rouge, même certains porcs, t'as des trucs qui sont relativement secs et qui se digèrent plutôt bien. Sur la viande rouge, je leur mets pas de. Enfin, si viande rouge maigre, je leur mets, mais après, ils ont le choix. Ça peut être de la viande hachée, comme ça peut être de la bavette, comme ça peut être. Ouais, Au resto, une bavette, tu la demandes sans sauce avec un accompagnement de pommes de terre et de légumes. t'es Ça carré. Ouais, fait plaisir. Tu passes un moment social au restaurant, entre amis, en famille, en couple, et tu fais pas péter le compteur c'est ça. inutilement, entre guillemets. Et la question que tu te poses aussi, c'est est-ce que quand tu vas au restaurant, est-ce que tu vas pour te péter le bide ou pour le moment social? Un nouveau travail de coach. Ouais. Celui-là, oui, clairement. Ah, mais, de toute façon, c'est un travail sur. C'est multifacette, hein. Les gens pensent qu'on fait juste des plans, mais c'est multitâche, multifacette. Il y a beaucoup d'aspects à driver, beaucoup d'espèces d'éducation à faire sur les gens, sur tout ça, Ouais. clairement. Mais, Mais je vais te dire encore pire, moi, mes clients, je leur dis, ma valeur ajoutée, c'est pas le programme. Le programme, je vais l'adapter. ouais, Programme nutrition, programme entraînement. Maintenant, avec ChatGPT, tu dis ta taille, ton poids, tu lui mets une photo, il te fait tout ton programme. Mais la valeur ajoutée, c'est le suivi et l'adaptation. Comme tu disais tout à l'heure sur la programmation, première semaine, on fait ça. Deuxième semaine, tu sens rien. Qu'est-ce qu'on fait? Tu gardes le même programme? ça, les coachs chat depuis GPT, ils font pas ça. Non, ils font pas. Et le suivi. Et le suivi qui est le plus important parce que Enfin, c'est c'est pas le programme d'entraînement que tu envoies, par contre, c'est les 30 messages auxquels tu vas répondre pour expliquer, accompagner, rassurer, motiver, etc., qui vont faire la diff sur des ouais, bien semaines. sûr. Et puis même l'explication sur une correction vidéo, tu vois. T'as une nana, une cliente qui te fait une extension fessier sur le banc lombaire. Tu lui dis, je la veux pour les fessiers. Tu vois que la façon dont elle le fait, c'est forcément que du lombaire ou que le ischio. Bah, s'il n'y a pas de correction vidéo, ça va le faire pendant 10 ans. Elle aura jamais de fessier. Ouais, Et si quelqu'un ne le dit pas, bah, elle le fera en boucle. voilà. Ah, mais clairement, c'est- le travail est vraiment sur plusieurs aspects. C'est ça qui est hyper intéressant. Je trouve l'intérêt dans ce travail qu'on fait, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est vraiment d'intervenir sur beaucoup d'aspects pour venir amener la personne du point A à son point B idéal, à son point B sur scène quand c'est des athlètes, mais que ça englobe énormément de choses. L'aspect mental, par exemple, c'est une dimension que je trouve ultra passionnante parce que c'est hyper individuel. Il y a plein de profils différents, même s'il y a une récurrence sur certaines parties, mais tu as 10 clients, 20 clients, tu parles à 20 personnes différentes de 20 façons différentes. 20 façons différentes, ça je suis entièrement d'accord. Les leviers de motivation sont pas les mêmes, les passifs sont pas les mêmes, les traumas sont pas les mêmes. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, Ouais. t'as 20 personnes à emmener, dans tous les cas, au bout du truc. Et comme tu dis, faut être très profiler pour faire notre job parce qu'il faut savoir à qui tu parles, comment lui parler. Ah oui, T'en as, si tu fais le coach, bouge-toi le cul, c'est nul ce que tu fais. Certains, ça marche, hein. Certains, ils ont besoin de ça. Mais t'en as qui sont un peu susceptibles, qui sont un peu plus sur la réserve, qui sont un peu plus sensibles. Tu lui ah fais bah, ça 2 fois, le mec, tu le perds dès les premières semaines de coaching. bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr, parce que si la personne, elle a un bagage émotionnel ou un passif qui fait qu'elle a zéro confiance en elle et que tu commences à lui dire, allez, cette semaine, c'était nul, on fait mieux la semaine prochaine, le fait de dire c'est nul, c'est Ça balle dans, résonne, c'est balle dans le pied et ça va la traîner jusqu'à la semaine prochaine. c'est ça. Donc, non, ouais.
Si tu veux vraiment t'investir correctement dans ton travail et le faire de manière efficace, si tu drives la partie mentale correctement, tu fais des miracles. Tu peux tout avoir, moi je suis d'accord. Ah ouais. Mais tu le vois après l'évolution mentale de tes clients au fur et à mesure quand tu les coaches, tu pars d'un point A où tu as pas mal de remarques à faire sur les 6 premières semaines, de choses à mettre en place, etc. Et tu vois petit à petit que la personne prend son envol, elle devient plus autonome et elle va chercher d'elle-même euh, le dernier kilomètre à prendre sans que Ouais. tu lui dises. Et tu le vois aussi aux clients qui t'envoient leurs vidéos de training et qui te mettent des petites explications en mode j'ai pris compte de la dernière explication, est-ce que tu penses que là c'est mieux dans cet angle-là? Et là tu sais que tu as quelqu'un qui est dans le process, quoi. Qui est impliqué directement dans le truc et qui a compris. Ouais, Ah ouais, c'est hyper intéressant cette partie-là. Et vraiment, tu fais tout. Si tu arrives à driver ça correctement, c'est ouais. du caviar. Vraiment. Bah c'est là que tu as le plus gros job sur le coaching, hein. C'est vraiment là pour pousser quelqu'un et lui montrer qu'en fait, ce qui est faisable est bien plus important que ce qu'il imaginait initialement. Et tu vois souvent beaucoup sur les réseaux de coachs se plaindre, «Oh, mes clients, ils sont pas bien, ils écoutent pas, ils font pas ce que je dis.» Mais c'est à toi de leur montrer comment ils doivent écouter et quel chemin prendre et les standards que tu as, leur montrer, leur dire, «Ok, ça c'est les standards qu'on va avoir ensemble et je vais t'apprendre à cohabiter avec, en fait.» Et souvent, ces standards-là sont bien plus élevés que ce qu'ils s'imaginaient capables d'atteindre aussi. Donc, Oui, parce que quand tu leur dis non, on va aller chercher ça, ils disent, non, en fait, j'y arriverai pas. Si, si, tu vas voir. tu verras. Et au final, Je te, ouais. On parie, ma main à couper, tu verras. Enfin, c'est clairement ça. Tant que tu poses un standard, on va dire, ou une cible qui est atteignable, bien évidemment, et pas. On parlait tout à l'heure des standards qui sont sur les réseaux, qui représentent, on va dire, le 1% du haut du panier, mais quand tu poses un standard qui est OK, Ouais. Il faut pas se laisser avoir sur les réseaux parce que c'est un sujet qu'on voulait aborder, mais typiquement, on voit que pour beaucoup d'hommes, le modèle, c'est Chris Bumstead. Et donc ça, c'est un mec sur 1 milliard. Et maintenant, on voit aussi beaucoup de jeunes qui se prennent en photo avec les bons lighting, des mecs qui ont 20, 21 ans, qui ont des bons physiques, hein, malgré le lighting, qui ont des très bons physiques. Sauf que ces mecs-là qui se mettent en avant sur les réseaux, bah, c'est des exceptions. Et en fait, le mec banal ou la femme banale qu'on va coacher, il va peut-être avoir ça comme idéal, sauf ce qu'il se rend pas compte, c'est que même dans 10 ans, il aura peut-être pas ses capacités pour avoir ce physique parce que c'est des faux standards, hein. c'est totalement notre rôle. Il est là. J'ai posté un réel sur ça cette semaine, c'est d'être honnête avec eux par rapport à ce qui est objectivement faisable pour eux et ce qui ne l'est pas, et de ne pas leur mentir dès le début, de leur dire clairement, ça, on va pas le faire. Toi, tu peux prétendre à ça, ça, c'est pas possible. Ouais, Et des fois, c'est pas ce qu'ils veulent entendre, mais c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que ouais, si tu les bananes sur un truc qu'ils vont jamais atteindre, ça va durer 1 an, 2 ans. Mais la finalité, c'est qu'ils seront déçus, changeront de coach, parce que bon, ils iront voir ailleurs s'il n'y a pas mieux. Mais dans le process dont tu disais tout à l'heure d'amour-propre et d'évolution mentale, ils seront constamment en train de se dire qu'ils sont pas capables d'y arriver parce qu'ils verront que ça n'arrive pas. Alors que si dès le ouais. début, tu poses le truc en disant non, ça, tu oublies. Parce que tu sais en tant que coach si le gars, s'il a le potentiel d'être Bumstead ou pas du tout. Pas lui Oui, bien raconter. sûr, On va lui dire oui, ouais, ouais, on va y aller, t'inquiète, facile. 3 ans. Ah non. c'est sûr. Faut rêver grand. Voilà. Des étoiles et on verra. Mais non, ça marche pas ce truc-là. Et forcément que tu entretiens cette boucle de déception après chez les gens parce que bah ils sont pas capables d'y arriver parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais parce que c'est pas possible pour eux, tout simplement. Ouais, Alors que des fois, leur faire un peu mal, et je modère dès le début en leur disant clairement ça, sera pas possible. Par contre, toi, tu peux prétendre à ça largement. Bon, moi, tu es honnête dès le début. Après, ils achètent pas le truc. Mais si la personne, elle adhère et qu'elle apprécie le fait que tu sois honnête avec elle, derrière, tu peux vraiment mettre un process en place et tu sais que le résultat sera présent. Alors que ouais. si tu donnes dès le début, bon, bah, voilà. Tu prends des Oui, tous les week-ends, toutes les semaines, mais c'est ça. pas Mais d'intérêt comme à tu ça. dis, il y a un job d'honnêteté à faire quand tu es coach et qui est difficile à faire parce que ça demande de rentrer dans les gens un peu, hein. Ah oui, Pas oui. le même exemple, mais moi j'avais une femme qui a commencé, mère de famille, etc. Euh, on a fait une programmation avec 3 trainings par semaine. Deuxième semaine, elle commence à me dire, oui, j'ai pas le temps, alors qu'on s'était bien mis d'accord sur le fait que son travail peut se gérer d'une façon différente et qu'on va trouver le temps pour 45 minutes fois 3 dans la semaine. Est-ce que je peux faire les trainings chez moi? Et tu sais, elle fait un pas en arrière sur ce qu'on s'est dit initialement. Ouais. Et je lui dis, voilà, t'as deux cas de figure. Le coach qui s'en fout, qui s'en bat les couilles de toi, il va dire, oui, t'inquiète, entraîne-toi chez toi, fais des air kickback, fais chez toi. Et t'as le coach comme moi qui veut du résultat et qui veut ton bien parce que tu m'as appelé pour changer et pas rester sur la position initiale où t'es depuis des années, Ouais. qui va te dire non, tu vas aller à la salle. T'as 10 000 minutes par semaine, sur une semaine, j'ai fait le compte hein, parce que j'aimais bien voir les proportions. Je te demande genre 180 minutes à la salle, je sais pas quel pourcentage ça fait, 200 minutes sur 10 000, ça fait genre ça fait 2%. 2% de ton temps à la salle. C'est bon. Vu comment ta vie va changer, je pense que tu peux les investir. Ouais. Ouais, clairement.
Mais c'est des choses à mettre en lumière. Parce que Ah si tu le oui. dis pas, on comprend pas. Ah bah, si tu le dis pas, on comprend pas. Et je te dis, la personne après, elle est déçue parce qu'elle n'a pas les résultats, alors qu'elle pensait que ça allait marcher parce que tu lui avais dit que ça allait marcher. Et non, Pas du tout. Pas du c'est tout. ça. Si tu le sais, si toi tu le sais en tant que coach dès le début, autant lui dire. Parce que Oui, c'est voilà. ça. Et puis on fait pas de mauvaise surprise à personne. Et puis inversement, tu as des clients aussi qui se sous-estiment. Euh, Ils prennent du muscle rapidement, la proportion de gras elle diminue hyper rapidement. Et dans leur tête, ils ont ouais, je suis pas très satisfait de mes résultats. Et c'est là qu'intervient la phase très importante des photos, où tu as la photo du jour 1, tu as Ouais, la photo jour 90, 120, 180, etc. Tu mets les deux, t'envoies dans le WhatsApp. Oh ah, c'est moi? je me Ah voyais pas putain, je me comme ça. rendais pas compte. Ouais, c'est De ça. quoi? Je me voyais pas comme ça. Bah ouais. Mais après, c'est la beauté du job aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important de le faire. Moi, je le fais souvent, je leur envoie des avant après. Parce que ouais, j'ai pas l'impression que j'ai progressé. Ou ouais, j'avance pas cette année. Attends, laisse-moi 30 secondes. C'est ça. C'est un peu comme les pesées à la semaine, tu sais, quand t'as ton semainier avec la moyenne des pesées, et tu reçois les messages avant le bilan. Putain, le poids il tombe pas, ou le poids il monte pas. Trois jours d'affilée à la même pesée. Toi, tu fais ton petit check-in. Donc, dans le cas d'une sèche, pour moi, je regarde. Moins 800 grammes, moins 1 kilo, chaque semaine, comme prévu. Et je Impeccable. leur dis, on cherche la tendance, on cherche pas la pesée du matin. Ouais, oui. Bah après, c'est sûr qu'une bonne pesée, ça envoie un pic de dopamine, tu vois. Tu te dis, bon, je suis dans la bonne direction, alors qu'une pesée Mm. inverse, mauvaise direction. C'est vrai, mais oui, il faut leur pareil, les éduquer à regarder sur la durée et sur la tendance, parce que si tu te... Pareil, des fois, ils sont hyper exigeants. Moi, ça m'arrive avec les athlètes, j'en ai encore une ce matin, la fin de semaine, je crois, du jour 3 au jour 7 c'est le même poids. Je dis, ouais, mais entre le jour 7 de la semaine dernière et ton jour 2 tu as perdu 1 kilo. Je crois que ton corps va faire ça tous les 2 jours. Il faut qu'il souffle un peu. À un moment donné, Ouais, il vient de dropper 1 kilo, il se dit, ok, bon, vas-y, tranquille, ouais, on va l'encaisser celui-là, on va recommencer après, forcément. Mais si tu regardes que, oui, jour après jour, ouais, 53, 53, 53, 53. Ouais, on c'est a perdu ça. 9 kilos déjà début de semaine. Moi, la moyenne de la semaine, elle est à -500, c'est bon, on est bien. Ouais, c'est ça. Et surtout que c'est des moyennes élevées pour chez les femmes, parce que les femmes, du coup, elles sont en général beaucoup moins lourdes que les hommes. Ouais, Donc quand tu perds 500 grammes chez une femme, c'est l'équivalent d'un kilo 2 chez un homme. ouais. Quand tu perds ce pourcentage-là de poids de corps par semaine, c'est énorme en termes de matière physique. Mais ça, pareil, c'est un travail d'éducation à faire avec les gens, leur rappeler ça. Quand j'ai une bikini de 40 kilos qui perd 500 grammes, je dis, mais c'est pas la même chose que sur moi qui perds 500 grammes, hein. Je dis, pourtant, Ah c'est non, c'est énorme. Énorme, 500 grammes sur 40 kilos. À nouveau, si on fait des pourcentages, je sais pas combien ça fait de pourcentage de body weight. je sais pas, mais c'est beaucoup sur un petit gabarit comme ça. Donc forcément, il faut les alerter, tu vois, mais ça fait partie ouais, du bilan Ça fait 1%. 1% de body weight en moins. C'est énorme. ouais. C'est énorme. Mais oui, comme tu dis, c'est l'éducation et comprendre. Et puis j'ai aussi ceux qui me disent, euh, je- bah après c'est plus sur client lifestyle un peu plus novice. Ah, mon poids il a pas diminué, mais je pense que je prends du muscle, donc le poids monte. Ouais. Ouais, Avant gymnastique. que le poids monte via du muscle, c'est quand même parce que je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais on dit souvent ouais le muscle pèse plus lourd que le gras. Sauf qu'en fait visuellement le gras prend beaucoup plus de place en termes de kilos que du muscle. Ah oui, Pour 1 kilo de muscle pris, ça se verra beaucoup moins que 1 kilo de gras pris, tu vois. ah oui, c'est rien du tout, entre guillemets. Mais à nous. Tout. Oui, oui, oui. C'est Mais à localisé nouveau, sur un groupe déconstruction. musculaire, ça se voit, mais Sur un groupe musculaire, mais quand tu le mets sur tout le physique, oui, c'est pas grand-chose, oui, oui. c'est ça. Alors que tu répartis 1 kilo de gras sur tout le physique, putain, ça se voit directement. T'as plus la veine sur l'épaule, t'as plus de veine sur les biceps. Avec 1 kilo, c'est rapide, tu vois. Ah oui, 1 kilo, ouais. Ah oui, clairement. Ça fait partie, comme tu as moi, je l'englobe dans l'accompagnement et la communication qu'on a avec nos clients. Tout ça, tout ce Ouais. travail-là, c'est des réponses au quotidien, c'est de l'échange, voilà. Quand tu t'envoies un message pour te dire, ouais, j'ai un mauvais mood ce matin, je me suis vu dans le miroir, ça va pas. Ok, vas-y, assis-toi, raconte-moi. Allez, on va s'asseoir. Mets-toi sur mon genou, on va voir ce qui se passe. Je vais t'expliquer à quel point c'est pas si grave et que finalement, ce que tu fais, c'est vachement bien. Tous les jours, j'ai encore fait ce matin avec Elisa, je sais pas si elle avait un podcast, mais elle Mais- m'a dit, je suis toute maigre et tout cette année, j'ai envoyé ses photos de sa prépa d'il y a 2 ans. Je dis, bon, allez, vas-y, passe une bonne journée maintenant. Allez, merci. Merci, au revoir. Moi Vas-y, aussi, j'ai une on se dit. cliente qui m'a fait remise en question. Mais c'est souvent chez les femmes, c'est vrai. Ça, c'est les femmes parce qu'elles sont un peu plus émotionnelles que les hommes. Donc, il y a plus de remise en question, ce qui est aussi bien, hein, c'est qu'elles se remettent en question. Alors, les hommes, un peu moins, je trouve, hein. Euh, un peu moins. Mais, je t'entends encore? Parle, pouvoir? Ouais, je t'entends. Ouais, c'est bon, ok. Ouais. Mais les femmes, genre, j'en ai une, elle m'a dit, ouais, tout va mal en ce moment, je déménage, j'ai l'impression de rien suivre. Après, elle m'explique ce qu'elle a fait sur la semaine, ce qu'elle a perdu.
tout ce qu'elle a réussi à gérer et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je dis, viens, on fait une petite rétrospective de tout ce qu'on a fait là en 3 mois déjà. Et viens pas me dire aujourd'hui, rien ne va et j'ai tout fait mal. Je t'en supplie. Alors qu'elle a fait une super semaine, au final. Elle a perdu du poids, le physique, je lui envoie son avant-après, elle laisse tomber en 3 mois. En plus, c'est un petit gabarit, c'est une fille qui fait 1,55 m, je crois, elle fait dans les 50 kilos de base, donc c'est pas des gabarits où il y a beaucoup à perdre. On a déjà perdu 6 ou 7 kilos parce qu'elle a pas énormément de muscle de base, donc elle a pas mal de gras à virer. Je lui dis sur des gabarits comme le tien, c'est énorme, c'est comme un mec qui perd 15-20 kilos. Ah ouais, 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 ils se rendent pas compte du tout. Non, pas satisfait. C'est Bon, pas le visuel voulu encore, hein. pas encore. Est-ce qu'elle y sera un jour? C'est pas sûr non plus. Non, Ce que je te dis tout à l'heure, ça va continuellement évoluer. Donc, de toute façon, ouais. sur- Oui, bon, après, c'est mieux de tendre dans ce sens-là plutôt que se dire je veux pas trop, je veux pas être trop musclé ou j'ai peur d'être trop. Avant que tu sois trop musclé, mon pote, t'as de longues années devant toi. la longue. S'il y a bien un truc chiant à faire, c'est prendre du muscle. Donc, Ouais, c'est un process, hein. C'est pas comme ça. ouais, 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 Je pense que c'est un peu la finalité de tout ça, c'est de se dire que la transformation, en tout cas, ce qui me concerne, c'est transformation physique, c'est tout un process. C'est pas que 3 mois de je perds du gras et c'est terminé. C'est un process ouais, sur du long terme, l'apprentissage de beaucoup de choses sur du long terme et une constante évolution dans les objectifs qui t'amène à chaque fois à aller un peu plus loin, sans parler de compétition, mais juste de constamment vouloir être un peu meilleur et de viser beaucoup plus loin que ce que tu avais pensé vouloir viser au départ. bien sûr. Bah, surtout que tes standards évoluent et comme tu dis, enfin, en fonction du nombre d'années du client que tu as en face de toi, d'expérience qu'il a à la salle ou tenir une diète, sur l'échelle de sa vie entière, à part quand tu as quelqu'un qui s'entraîne depuis 15 ans, bah, tu lui dis, voilà, le processus du coaching qu'on met en place, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur 3 ans, on va changer peut-être 10 ou 15 ans d'habitudes qui n'étaient pas forcément les bonnes ou pas optimales pour les résultats que tu cherchais à avoir, hein. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et du coup, en 3 ans, tu fais un bond en avant colossal et des changements mentaux qui sont Colossaux aussi. conséquents aussi. Ouais, clairement. Ouais, mais si tu remets en lumière sur la grande timeline de ta vie, au final, c'est pas 3 ans de coaching, c'est pas énorme. C'est rien du tout. C'est rien du tout si c'est pour derrière avoir 20 ans, 30 ans de vie où tu te sens bien dans ton corps, où tu as des bonnes habitudes, où mentalement tu as évolué aussi et ça t'amène à faire des choses différentes dans ton quotidien. Donc, C'est ça, c'est un investissement qui vaut le coup. c'est ça. Et en 3 ans, tu as changé 25, 30, 35 ans de mauvaises habitudes, donc investissement largement rentabilisé, je pense. Clairement. Clairement. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus, à mon avis. Ouais, C'est le bon mot de la fin. carrément. Investissement qui est fait pour l'avenir. Et en tout cas, j'espère que le podcast vous a plu. On a couvert pas mal de choses, même si on a un petit peu digressé sur les éléments. Donc, globalement, on a parlé pas mal de tout ce qu'on voulait aborder comme sujet par rapport à l'esthétisme et à la programmation. Un petit peu sur le coaching aussi, parce que forcément, c'est notre cœur de métier, et un métier qu'on aime beaucoup avec passion avec Jules, pour lequel on s'investit beaucoup. Et forcément, ça regroupe tous ces éléments-là et beaucoup plus de choses encore. Donc, j'espère que la petite discussion vous a plu. Merci beaucoup, Jules, pour Merci à toi, Damien. ta C'était un pré- plaisir d'être là avec discuter en ce joli vendredi après-midi. Exactement. Il y a pas mal de sujets qu'on a abordés sur lesquels on pourra, à mon avis, faire un autre podcast pour davantage les développer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur tout ça. Ouais, J'espère c'est que ça vous clair. a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre l'Insta de Jules dans la description aussi. Allez-y pas à aller le suivre. Un travail remarquable sur les transformations physiques et les sèches, comme vous avez pu l'entendre, et vous pourrez le voir sur son Instagram. N'hésitez pas à aller le suivre et pourquoi pas échanger avec lui sur vos objectifs si nécessaire. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas, mais il y aura des invités bientôt. Donc, j'espère que ça vous plaira. Des invités de qualité sur plein de sujets différents. Je vous teaserai ça dans le prochain. À bientôt. Merci Jules. Ciao. Merci à toi.